Dans l'épisode d'aujourd'hui, le photographe Régent nous raconte comment ses accréditations de photoreporter lui ont permis d'aborder d'un angle différent la couverture de plusieurs événements. Ses accès privilégiés lui ont donné l'occasion de capter des images exclusives lors de grandes rencontres, dont celle avec une légende de la chanson québécoise de renommée internationale, Diane Dufresne. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. De quelle photo tu veux nous parler aujourd'hui? Bien, la photo que j'ai choisie, c'est une photo de 3 personnalités du monde artistique des années 70. La chanteuse Diane Dufresne, son compositeur et conjoint de l'époque, François Cousineau, et le célèbre parolier Luc Plamondon. C'est dans le cadre d'une campagne promotionnelle. Là. Diane Dufresne s'en allait en vacances à Los Angeles et ils ont fait un événement, une rencontre de presse à l'aéroport avant son départ. Quand je regarde la photo, on dirait pas que ça a été prise à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ça ressemble même pas au quai d'embarquement. C'était où exactement, cette photo-là? Il y a des salles prévues à cet effet. Là, quand ils ont une conférence de presse à Dorval, à l'aéroport, les salles sont déjà aménagées, ne serait-ce que pour l'audio, les prises, les caméras. C'est une salle multifonction qui sert comme rencontre de presse. Donc, c'est un événement marketing, en fait, là. C'est eux qui voulaient que les gens se déplacent pour aller couvrir son départ en vacances, que je trouve un petit peu étrange, mais en même temps, c'est un prétexte pour promouvoir son dernier album, c'est ça? Oui, puis l'album avait été lancé 6 mois avant. Moi, il n'y avait pas eu beaucoup de critiques dans les journaux. À ce moment-là, j'étais accompagné d'un journaliste du Montréal Matin qui a fait la critique musicale du disque en question, là, qui est un très bon article. On s'entend qu'ils sont pas en train de te regarder là, quand tu prends cette photo-là. Là. Non, pas moi personnellement, un autre photographe ou d'autres caméramans. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple, une coupure de ruban dans une inauguration. On n'a pas tous le regard vers notre caméra. On peut faire signe au sujet de nous regarder par après ou aussi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, essayer de trouver une autre photo originale pour accompagner l'article. Quelle autre photo originale que tu as faite pour accompagner cet article-là? Bon, là, j'ai décidé de suivre Diane Dufresne et son équipe, de les suivre jusqu'à l'intérieur de l'avion. C'est là que j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu choyé parce que j'avais des accréditations particulières pour l'aéroport. C'était possible à l'époque. L'organisme qui chapeautait la sécurité, Transport Canada, c'est toujours Transport Canada aujourd'hui, et la Gendarmerie royale du Canada émettait des laissez-passer annuels pour les gens des médias, caméramans et photographes, pas pour les journalistes, pour se rendre sur le tarmac et à l'intérieur des avions. Donc, c'est ce qui t'a permis de pouvoir prendre les autres photos que tu nous parles. Tu nous dis que tu as suivi Diane Dufresne jusqu'à son banc d'avion. On s'entend, il y a souvent des artistes ou des vedettes qui se la jouent même en début de carrière. Elle était comment exactement? Y avait-tu une certaine proximité avec elle? Oui, il y avait une complicité qui existe encore aujourd'hui là, entre les photographes et les gens photographiés. Là. Et elle était en campagne de promotion, donc elle était ouverte à toutes les possibilités qu'on pouvait faire. C'est plus qu'une proximité, même, c'est une complicité. Là. Moi, j'avais des photos en tête que je voulais faire avec elle, était d'accord avec. Une mise en scène, on est loin là, des photos de faits divers que je faisais où l'actualité se passe et on ne peut pas rien changer. Avec l'accréditation que tu avais, c'est quand même intéressant. Ça te permettait d'avoir des photos différentes d'un autre photographe qui couvrait l'événement, par exemple. Oui, la preuve, c'est que j'étais tout seul dans l'avion. Les autres photographes qui assistaient à l'événement promotionnel dans la salle n'ont pas suivi jusqu'au siège parce que moi, j'avais une accréditation particulière pour aller en dehors carrément de la douane puis des barrières. J'ai vu tantôt une de tes photos, je sais pas si c'est dans le cadre de ce reportage-là, mais on comprend que tu pouvais te rendre dans l'avion et même jusque dans le cockpit. Il n'y avait aucun problème de sécurité, on dirait. Je comprends que tu avais une accréditation, mais tu peux te rendre jusque-là? Oui. On reparle de 50 ans en arrière. Là. La sécurité existait, mais ce n'était pas la sécurité d'aujourd'hui. On avait ces accès-là et bien entendu, comme j'étais dans l'avion, j'en ai profité pour aller voir les pilotes et faire une photo en même temps qui n'a pas été publiée, là, mais elle aurait pu l'être aussi. Je reviens à la photo sélectionnée. Je vois que Diane Dufresne tient son album dans ses mains. Est-ce que ça a été un album à succès, ça? En ce qui me concerne, tous les albums de Diane Dufresne ont été des succès. D'ailleurs, je les ai tous en vinyle encore. Et pour préparer le balado d'aujourd'hui, je suis allé rechercher l'album pour regarder les titres, parce qu'on ne le voyait pas sur la photo. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de titres qui parlaient de voyages, d'avions. Et l'événement était à l'aéroport. Oui, et j'imagine que l'équipe de promotion a dû décider de faire un événement à l'aéroport. Diane Dufresne s'en allait en vacances, en avion, et les titres de son album parlaient beaucoup justement d'aviation et de voyage. Cette photo-là m'impressionne quand même de voir Luc Plamondon si jeune, pas de verre fumé, qui était quand même sa marque de commerce, et de voir les vêtements
quand même assez flyé pour l'époque. C'est quasiment qu'ils sont déguisés ensemble, là, tout le monde, avec les motifs de léopard. C'était le look hippie de l'époque. On parle, comme je te disais, là, des années 70. Là, c'était un peu le look généralisé. Et en plus de voir les trois créateurs du disque réunis dans la même image, le compositeur musical, le parolier et la chanteuse Diane Dufresne. Oui, c'est fort d'avoir les trois artisans du disque sur la même photo. Mais mon but, c'était toujours d'avoir une photo un peu différente de mes collègues parce que tous les médias présents étaient pour publier la même photo. Donc, en prenant Diane Dufresne et en la suivant jusqu'à son siège d'avion, j'étais sûr d'avoir des photos plus exclusives du même événement. Est-ce que ton accréditation t'a permis pendant ta carrière d'avoir accès à une aussi grande proximité avec d'autres célébrités? Oui, puis si on reste dans la catégorie VIP international, j'ai photographié 2 ans après l'arrivée de Mohamed Ali, le boxeur américain, qui était à Montréal avec femme et enfants là, pour assister à un événement, pas de boxe, mais un événement religieux, mais juste avant la fin de sa carrière. Je savais même pas que tu avais pris Mohamed Ali en photo. Tu me dis que tu étais sur le tarmac. Comment que ça se passait? Y avait-tu des gardes du corps autour? Comment que ça fonctionnait? Non, donc je pense que c'est un contact carrément avec quelqu'un au journal qu'on est allé couvrir cet événement-là, parce qu'il est arrivé, on peut presque dire, incognito. Il n'y avait aucun média sur place. Il y avait son entourage à lui, un garde du corps probablement. Là. Il y avait même son frère qui tenait son bébé. C'était très familial comme arrivée, mais comme on avait eu le contact, là, en anglais, le in de ça, je me suis rendu et avec ma carte, ça m'a permis de pas juste faire des photos quand il sort du stationnement et qu'il rentre dans le taxi, mais d'aller sur le tarmac, l'attendre à la sortie carrément de l'avion. Et eux, ils ne trouvaient pas ça bizarre de voir qu'il y avait des photographes qui étaient là pour un événement qui est quand même personnel, là? C'était lui seul avec sa famille? Non, mais j'avais pas l'approche paparazzi, faire la photo en cachette. Ils savaient sur place, l'entourage, qu'il y avait un photographe là, mais comme j'étais tout seul, ils n'ont peut-être même pas pensé que j'étais pour un média. Là. Donc, c'est à ça que ça servait, ton accréditation. Là. Oui, je l'utilisais dans cette approche-là, d'aller un petit peu plus loin que la normalité de l'époque. Tu peux quand même te rendre jusqu'au tarmac avec ton accréditation, mais ça servait sûrement pas juste à prendre des photos de célébrités. À quoi ça pouvait servir d'autre? Ça m'a servi pour la couverture de faits divers, là, d'événements de police, qu'on peut dire, là, à l'aéroport. S'il y avait un atterrissage d'urgence, on avait le temps de se rendre, là, parce que c'est pas un crash là, quand on parle. Là. On parle d'un atterrissage d'urgence. J'avais le temps de me rendre et je connaissais les lieux et je savais, sans me rendre jusque sur le tarmac, parce qu'il y avait quand même des restrictions là aussi. Là. S'il y avait un appel à la bombe et ça tournait à la catastrophe, on n'aurait pas permis à personne de s'approcher des lieux. Mais je pouvais me rendre dans une salle connexe et je savais à quel endroit j'avais une vue sur les pistes. Je pouvais faire des photos que d'autres de mes collègues sans accréditation ne pouvaient pas faire. Ça m'étonne quand même de voir que tu pouvais te rendre sur le tarmac ou même dans l'avion avant le décollage. On s'entend, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-tu depuis les nouvelles mesures depuis le 11 septembre? Non, c'est avant ça. Là. C'est dans les années 80. Là, il est arrivé un événement un peu hors de l'ordinaire, un journaliste télé qui avait voulu dissimuler une arme pour tester la sécurité à la douane. Dans le cadre d'un reportage. Dans le cadre d'un reportage, là, le style caméra cachée. Là. Et j'imagine que ça n'a pas dû plaire aux organismes de sécurité. C'est à cette époque-là qu'on a rappelé tous les laissez-passer pour installer un nouveau système. Ça n'a pas dû plaire non plus à certains journalistes et photographes? Oui, ça a déplu à tout le monde parce qu'on n'avait plus nos laissez-passer. C'était terminé. Les laissez-passer nous permettaient de travailler de façon autonome. On avait un reportage, on avait un sujet, on partait, on montrait notre accréditation. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qu'on peut faire de façon autonome ou spontanée. Les médias doivent passer par un processus qui est très réglementé, qui est très bien fait. Il y a encore une transparence. Les médias peuvent se rendre dans les aéroports, faire des photos, mais l'encadrement est beaucoup plus sérieux qu'on parle de 50 ans en arrière où on allait un peu chacun à sa façon. Aujourd'hui, ce serait plus possible de prendre des photos comme ça. Parce qu'une fois que tu as passé, même une fois que tu es rendu dans l'avion, il n'y a plus moyen de ressortir. Là. Ah, absolument. Là, si je fais la même photo de Diane Dufresne ou de n'importe quelle personnalité aujourd'hui, c'est parce que j'ai mon billet, je suis assis à côté d'elle et je décolle avec tout le monde. Si vous regardez des reportages télé, même, on voit des fois que les journalistes, ils sont déjà en vol, même pendant qu'ils font leur entrevue, parce qu'il n'est pas question qu'ils redescendent. Ils doivent se rendre à destination et revenir par la suite. Est-ce que tu as d'autres exemples de passe-droit ou d'accréditation dans d'autres secteurs d'activité qui te permettaient de prendre des photos exclusives? Si on reste dans le sport, on vient de parler de Mohamed Ali. Là. J'avais mes accréditations pour les sports majeurs qu'on couvrait à Montréal, le baseball, le football, le hockey.
Comme mon horaire de travail était surtout le jour, je n'avais pas à couvrir les parties, les joutes du forum, le hockey, le baseball à l'occasion, mais j'en ai pas fait beaucoup. Par contre, un exemple, le football avec les Alouettes, je me rappelle d'avoir couvert certains matchs là, de jour. Une anecdote qui me vient en tête avec les Alouettes, là, on m'avait assigné à les photographier l'arrivée de toute l'équipe dans un hôtel à Montréal avec une demande particulière de photographier le corps arrière. Et j'avais le nom sur une feuille parce que je connaissais pas assez les joueurs. Je me rappelle en arrivant dans le hall de l'hôtel d'avoir vu ce qui semblait être des joueurs des Alouettes. Bien entendu, il n'y avait pas leur jersey avec leur numéro. Là. Il n'y avait pas leur... Et c'est pour ça que ces sports-là que j'aimais, ceux qui avaient des noms dans le dos. À cette époque-là, le Canadien, les noms n'étaient pas encore inscrits dans le dos des joueurs. Alors, je n'étais pas très bon pour couvrir ça. J'étais allé demander à un de ces bonhommes-là, est-ce que vous connaissez M. Untel, là, que je me... It's me. C'était lui. Alors, pour prouver que je ne connaissais pas les vedettes de l'époque. Et encore à ce jour, tu ne sais même pas c'est qui le joueur. Ah non, il faudrait que je retrouve, mais ça, je l'ai peut-être en archive, là, mais ça serait une recherche assez longue à faire. Mais tu avais quand même réussi à le prendre en photo. Exactement. Ben, j'ai dû prendre lui et plein d'autres pour accéder à la demande que le journal m'avait faite. Tu m'as parlé tantôt du Forum de Montréal. Tu m'as dit que tu avais une accréditation surtout de jour. Mais c'est-tu arrivé que tu t'aies à faire couvrir, mettons, une game du Canadien? Ou même si c'était pas nécessairement... Toi, tu étais plus dans les faits divers. Même si c'était pas dans les sports, c'est arrivé que tu aies à couvrir du hockey? Ou... Oui, à cause de mon horaire de travail, les pratiques du Canadien, c'était souvent dans l'après-midi avant le match. Alors, il est arrivé à l'occasion que j'accompagne le journaliste de sport. Là, je me sentais rassuré parce que lui connaissait les gens. Alors, tu photographies un tel. Alors là, c'était plus facile comme travail. Je me rendais compte que même pour une pratique, il y avait de l'audience, il y avait des spectateurs dans les bancs. Mais je me rendais compte que je réagissais après que les spectateurs aient réagi aux autres mêmes. Donc, ça devait avoir une certaine saveur, une signature différente, les photos que tu faisais quand tu couvrais des événements sportifs? Ah, absolument. J'avais des photos bien particulières. Ils n'étaient pas bonnes. Il me revient d'ailleurs un autre fait cocasse pour la couverture d'un match des Alouettes. Les autres photographes habitués de couvrir ces événements-là étaient venus me le dire au début quand ils m'ont vu travailler. Essaie, quand tu prends des photos, de toujours garder tes yeux ouverts. On a un réflexe, les photographes, quand on prend des photos, on ferme l'œil qui n'est pas dans la caméra pour être capable de bien cadrer et tout. Ils m'ont dit, il n'y a rien de pire au niveau d'un match de football. Les joueurs finissent souvent leur course dans les spectateurs. On était quand même proche des joueurs. On était en arrière du banc, comme on dit. Donc, j'étais presque sur le terrain. Justement, on voit souvent des collisions avec les caméramans, des photographes. Puis... Et c'est exactement ce que les pros plus vieux qui couvraient le sport étaient venus m'aviser. Je te vois travailler, Régent. Là. Garde tes deux yeux ouverts. Et c'est effectivement arrivé. Un joueur a sorti du terrain. Il est arrivé on appelait ça dans l'enclos des photographes. Et j'ai dû me tasser. J'aurais pu me faire blesser. Là. C'est quasiment tes angles morts. Exactement. Mis à part le domaine sportif, y a-tu d'autres secteurs d'activité où est-ce que tu avais des accréditations particulières? Oui, bien pour les grands événements qui se passaient à Montréal, là, l'Expo 67, Terre des Hommes et tout ça, on avait nos accréditations pour pouvoir se rendre sur place à l'année parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui avaient lieu sur ces terrains-là. Terre des Hommes, entre autres, là, il y avait différents pavillons qui ont été réaménagés par la suite. On pouvait couvrir une conférence de presse en rapport avec un événement particulier sur les terrains. Et comme c'était un terrain assez immense, la Terre des Hommes, ça comprend toutes les îles de l'île Sainte-Hélène autour. Donc, il y avait une sécurité et ça nous prenait des laissez-passer pour aller là. Tu te souviens-tu d'événements précis que tu as eu à couvrir à Terre des Hommes à l'île Sainte-Hélène? Oui, parce que l'Expo 67, c'était un regroupement de tous les pays. Et après l'Expo 67, on a renommé le site Terre des Hommes, mais il y avait encore certains pays qui avaient gardé leur édifice. Donc, il y arrivait, par exemple, je me rappelle le pavillon de la France, qui est devenu aujourd'hui le Casino de Montréal, pendant quelques années, était encore la suite de l'Expo 67, donc c'était encore le gouvernement français là, qui avait... Alors, il y avait des événements, une visite protocolaire. Un exemple, il y avait un politicien français qui venait au Québec. On faisait la conférence de presse dans l'ancien pavillon de la France de l'Expo 67. Donc, ça prenait des accréditations. Et c'est pour ça que j'ai eu à retourner sur les lieux, même après l'Expo. Ben, on vient de parler de Terre des Hommes, là, de l'Expo 67. Il y a eu aussi à la montagne, là, à Montréal, où pendant 2-3 ans, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste avaient lieu sur la montagne. Et comme c'était de très gros spectacles, souvent ça durait sur 2-3 jours, j'avais mes accréditations. Comme je travaillais de jour, j'avais souvent les préparatifs en vue des spectacles du soir. Donc, il y avait des centaines de milliers. Il y a eu 200 000 personnes, je pense, sur la montagne pendant ces événements-là. Donc, dans le jour, on allait faire les installations,
tout ce qui se passait dans le public. Alors, on peut dire qu'il y avait beaucoup de drapeaux du Québec, il y avait beaucoup de jeunes hippies, je reprends ce mot-là, de l'époque. Ça sentait un peu la fumée, même s'il n'y avait pas de feu de camp sur la montagne. Je me rappelle même, il y avait l'hélicoptère de la police de Montréal, je me rappelle, il s'appelait même Victor 50, qui survolait la montagne pendant 2-3 jours pour la sécurité. Mais le jour, on les entendait nous dire que dans tel coin, il se passait des choses dans le bois. Là, on pouvait, du haut des airs, voir des choses particulières. Et à ce moment-là, bon, comme j'allais le jour, on était sur les répétitions. Les gros spectacles, là, il y a eu des spectacles avec toutes les vedettes du Québec. Tu sais, comme une année, il y a un disque qui avait été fait sur place qui s'appelait Une fois 5 avec les grands de l'époque. Bien, les grands de l'époque sont encore aujourd'hui. Là. Robert Charlebois, Gilles Vigneault, avec Claude Léveillé, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland. Alors, tous ces gens-là étaient là le jour pour la pratique, les répétitions. On faisait le spectacle le jour pour faire les ajustements de son, la chorégraphie, tout ce qu'il y avait à faire. Alors, on était sur place avant. Donc, on avait la possibilité backstage, avec nos accréditations, d'aller faire des photos sans qu'elles soient exclusives, parce que tous les photographes avaient là, mais avec un petit peu d'imagination, on pouvait prendre un artiste et en faire une photo plus particulière. Et souvent, à la demande du secteur, on dit le secteur spectacle au journal, qui nous disait, bon, on va faire une photo de Jean-Pierre Ferland, on va faire un texte à part sur lui demain, donc mets-le dans une situation intéressante. J'imagine que les artistes étaient quand même collaboratifs, c'était une ambiance de fête, ils étaient là pour un gros spectacle, il devait quand même être facile d'approche, là. Ben oui, d'autant plus que c'était des répétitions, on n'était pas pendant un vrai spectacle, c'était dans le jour, tout le monde était ouvert, là, puis je peux vous dire que comme si c'était la fête, il y avait de la bière, les gens s'amusaient aussi, même le jour, ils étaient prêts pour le spectacle le soir. Super intéressant, tout ça, ça va faire vraiment beaucoup de photos, je pense, à aller voir sur les réseaux sociaux, parce que là, on a parlé quand même autant du secteur sportif, de Mohamed Ali, d'alerte à la bombe, de détournement d'avion. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'une photo de Diane Dufresne nous amène à parler d'autant de sujets. Mais oui, ça confirme que l'histoire autour d'une photo peut nous amener beaucoup plus loin qu'on pense au départ. J'ai même retrouvé dans mes archives l'article qui accompagne la photo vedette là, de Diane Dufresne, et vous pourrez lire également la critique musicale du disque en question. Ben, merci pour toutes ces histoires. N'hésitez pas à aller mettre vos commentaires sur toutes les photos qui ont été déposées sur nos plateformes et médias sociaux. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.